le fondateur de l'agence Paramétrique, en face duquel on découvre donc Angèle Guiton, notre nouvelle intervenante. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors, quelques éléments de parcours pour vous présenter et mieux vous situer. Donc, Maxence, lui, cumule une dizaine d'années d'expérience en Chine, où tu travaillais, tu me dis si je dis des bêtises, où tu travaillais dans le design industriel pour de gros fabricants d'équipements électroniques. Et puis, tu as opéré un retour en France en 2019, il me semble, où tu as cofondé l'agence de design Paramétrique qui se trouve au Sable d'Olonne, en Vendée, pour être précise. Angèle, de ton côté, toi, tu concentres 14 ans d'expérience, dont 7 en achat industriel en France et à l'étranger aussi. Donc, on va dire que tu es acheteuse de métier. Voilà. Et puis ta dernière expérience en date, on peut la citer, c'était chez Utisa, une boîte de conseil à forte valeur industrielle, on va dire, où tu as développé notamment une offre performance durable, avec tout ce qui est conception, achat responsable, RSE, bilan carbone, j'en passe. Je crois aussi que tu es qualifiée pour faire des animations de sensibilisation type fresque. Oui, exactement. Voilà, et puis aujourd'hui, au bout de 7 ans de bons et loyaux services d'Utisa, tu te lances, c'est tout nouveau là, dans un nouveau projet d'indépendance et de tiers-lieu sur Nantes qui devrait ouvrir ses portes prochainement, peut-être l'année prochaine, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est un tiers-lieu qui sera sur la ligne Cholet-Nantes, à Torfou exactement, qui ouvrira fin 2025. Et mon activité d'indépendante à partir d'aujourd'hui. Bon, génial, super. Voilà. Ceci étant dit, je pense qu'on va pouvoir démarrer sans plus attendre. Donc, je vais commencer par te donner la parole à toi, Angèle. Est-ce que tu peux revenir rapidement sur la chaîne de valeur de l'éco-conception, repartir un petit peu d'une définition pour être sûr qu'on part tous du même niveau, et puis peut-être aussi les différents niveaux d'ambition et donc de financement possible à mettre en face, et puis enfin rentrer dans le dur du sujet avec la présentation détaillée des dispositifs de l'ADEME, de la BPI principalement, puis quelques petites pépites aussi locales, je crois, que tu as trouvées à ta connaissance. Donc vas-y, exactement. Je te laisse la parole, c'est parti. Avec plaisir. Alors, je vais bien passer les slides, s'il vous plaît. Encore un petit peu. Et le next. Encore une autre. La suivante. Ouais, voilà, s'il te plaît. Donc, l'éco-conception, c'est quoi? Déjà, on va dire de façon simplifiée, l'éco-conception, ça permet de comprendre et ensuite donc de minimiser les impacts, qu'ils soient environnementaux, sociaux, économiques, même systémiques, donc sur tout le cycle de vie d'un produit ou d'un service. Ça, on va dire que c'est vraiment la base. C'est quoi? C'est une approche, c'est une méthodologie. Donc, on se positionne bien sur un produit ou un service. On n'est pas à l'échelle d'une entreprise. Dans ce cas-là, on parle plus d'un bilan carbone, bilan RSE, bilan biodiversité. On va avoir une approche qui est multi-composant, multi-niveau. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on prend l'exemple d'une pompe à chaleur, on va pas prendre uniquement le bloc de la pompe à chaleur, mais on va bien prendre tous les éléments, tous les composants qui sont nécessaires à l'utilisation de la pompe à chaleur et donc son installation. Par exemple, le ballon d'eau chaude, le vase d'expansion, toute la consommation d'eau. Si on reste sur cet exemple de la pompe à chaleur, on se place en cycle de vie. Bon, vous connaissez tous et toutes, je pense, maintenant le cycle de vie, parce que c'est une notion, une pensée qui est de plus en plus montante dans les entreprises. Mais maintenant, dans les entreprises où on va dire qu'on est de plus en plus responsable, élargi, on va se positionner, donc non pas uniquement sur la matière première et la fabrication, mais bien sur toutes les étapes du cycle de vie. L'extraction de matières premières, fabrication, tous les transports amont et aval, l'utilisation, donc vraiment tous les usages par tous les clients de votre chaîne de valeur, la partie fin de vie, et on va essayer bien entendu de boucler et de sortir d'une économie linéaire pour passer à une économie dite circulaire, où on va le moins créer de déchets. Et l'éco-conception, justement, permet d'avoir cette pensée-là. Et enfin, multicritères. Donc, multicritères, ça veut dire quoi? En opposition à une empreinte carbone qui va, elle, se focaliser sur le changement climatique, par exemple, la quantité de gaz à effet de serre qu'on va rejeter, tout simplement, du fait de notre activité. Et bien là, on va prendre tous les éléments, tous les critères. Donc, ils sont parfois un peu complexes, comme l'eutrophisation, l'acidification. Mais on va, grâce à l'éco-conception, justement, les rendre plus logiques, plus standards par rapport à votre activité. On va pouvoir, par exemple, mettre des indicateurs en face. Je donne un exemple simple, la masse de ressources, la consommation électrique. Et grâce à ça, ça va vraiment vous aider au quotidien à éco-concevoir vos produits.
Le tout en maîtrisant les transferts d'impact entre les différents critères et étapes du cycle de vie. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, on va venir améliorer l'image au global et non améliorer une seule partie de l'image. C'est-à-dire que si, par exemple, on consomme moins de gaz à effet de serre, donc on va avoir un meilleur impact sur le changement climatique, il ne faut pas que sur l'acidification, par exemple, on ait une consommation extrême de terres rares qui vont aller vers plutôt une acidification. Donc, on va vraiment essayer d'avoir, à l'image d'une analyse de cycle de vie, tous les critères sur environnementaux, socio-économiques, et d'avoir une meilleure approche donc, de compromis. Et le tout focalisé sur un usage, un service rendu, avec un niveau de performance. Et pour ça, on le définit en éco-conception avec l'unité fonctionnelle. Donc, par exemple, si je prends toujours ma pompe à chaleur, on va dire produire 1 kWh d'énergie pendant 17 ans. C'est, on va dire, la durée standard d'une pompe à chaleur dans le marché liée à les réglementations énergétiques 2020. Donc, voilà un petit peu ce qu'est l'éco-conception. Et pour faire de l'éco-conception, on fait en effet des analyses de cycle de vie ou des évaluations en cycle de vie. C'est-à-dire qu'on vient prendre une photo de son produit avant et son produit après, avec justement tous les critères que je vous ai indiqués, le tout en pensée cycle de vie, pour avoir vraiment cette image et se dire est-ce que la démarche a été bonne, est-ce que je suis bien dans cette démarche de compromis, et est-ce que j'ai bien amélioré l'image. On peut passer à la slide suivante. Alors, il ne faut pas hésiter à poser des questions en live, comme ça je pourrais aussi vous aider si vous avez des éléments, des questions sur lesquelles vous vous posez des questions sur l'éco-conception, je pourrais aussi adapter mon discours. Moi, je voulais simplement revenir sur le quand, parce que c'est vraiment un point important. Souvent, on me demande d'intervenir pour faire une ACV, une analyse du cycle de vie ou faire de l'éco-conception un petit peu trop tard. C'est vraiment important, comme dans le design, d'être très en amont. Dès qu'on a l'idée, en fait, par exemple, si vous voyez à droite, il y a plein de croquis. Dès qu'on dessine les premiers éléments du produit, dès qu'on est dans le concept, on bloque souvent 80% des coûts et des impacts du produit, du futur service. Donc, plus on est présent autour de la table dès la phase opportunité, avec les différentes personnes qui composent l'entreprise et ses parties prenantes, ça peut être des BE, etc., et qu'on a justement autour de la table de nombreux cerveaux différents pour avoir une meilleure intelligence collective, plus le résultat va être impactant, tant en termes de réduction d'impact que de coûts. Et encore la slide suivante. Et il y a une question qu'on me pose souvent aussi, on me dit, ben voilà, qu'est-ce qu'un produit éco-conçu? Donc c'est intéressant, en effet, c'est beaucoup plus difficile à indiquer, en fait, qu'est-ce qu'un produit éco-conçu? C'est un produit qui a suivi, en fait, une démarche d'éco-conception. OK. Mais il y a des produits, on va dire, qui ont simplement été reconçus, optimisés. C'est-à-dire qu'on a optimisé peut-être 5 à 20%, on va dire, de l'impact au global, tant en termes de coûts que de critères environnementaux et sociaux. C'est très bien, c'est déjà un premier pas. Et je vous encourage à commencer par ces premiers pas. C'est quick win, comme on dit, pour fédérer et diffuser la démarche en interne. Après, ce qui peut être intéressant, c'est d'avoir des stratégies d'innovation et d'éco-conception qui sont un petit peu plus à aller rechercher des innovations importantes, qui vont peut-être nécessiter un petit peu plus de temps, projet et de ressources, et justement d'avoir cette idée, cette diffusion, cette frise dans votre tête entre court terme, moyen terme, long terme. Là, c'est ce qu'on voit ici avec en fait une courbe, on va dire, de maturité de l'éco-conception, où à gauche, on a un niveau d'engagement faible, avec peut-être un coût projet aussi faible, un impact par contre qui est aussi faible en termes de gains. Donc on voit ici une chaise, par exemple, de chez Steelcase, où les personnes se sont mises autour de la table et on dit, attention, il y a 10% des coûts qui sont liés à la logistique. Donc, ils ont beaucoup travaillé pour garder une chaise très haut de gamme, testée, assemblée en usine, avec simplement, en fin de test et en fin d'assemblage, un nouveau système pour replier le dossier et permettre un gain de 30% de carton de volume. Donc, ce qui a permis, par exemple, sur un an, avec leur volume chez Steelcase, de gagner 52 000 litres de carburant. C'est un premier gain en éco-conception, c'est assez intéressant. Ensuite, cette démarche a été beaucoup plus loin, puisqu'ils se sont rendus compte qu'il y avait vraiment
une nouvelle identité à donner à ce type de siège de bureau. Et donc, ils ont changé totalement en fait leur façon de produire les sièges de chez Steelcase avec un nouveau brevet. Donc, c'est la photo que vous voyez au milieu. On voit des petits pictos au dos de la mousse. Et en fait, cette mousse, elle est assemblée à la fin de la production. Vous pouvez imaginer que la production a totalement changé. Avant, ils produisaient sur commande. Il faut 10 chaises rouges, 10 chaises vertes avec accoudoir, etc. Donc, l'usine était totalement liée à la commande. Maintenant, il y a la ligne pour la structure et une deuxième ligne pour toutes les mousses qui sont lavables, personnalisables. Et on a vraiment cette idée de réparation. Et on va beaucoup plus loin sur la durée de vie en fait, du siège. Et on va aussi amener une innovation sur le marché puisqu'on vient faire de la personnalisation. Donc là, c'est ce qu'on appelle une nouvelle innovation en termes d'éco-conception. On vient jusqu'à changer la forme, l'identité. Et c'est déjà un engagement qui est beaucoup plus impactant et engageant. Et on voit bien qu'en termes de projet, il y a dû avoir beaucoup plus de tests aussi et ça a dû demander aussi un petit peu plus de ressources. Et puis enfin, on passe au dernier niveau d'éco-conception. C'est ce qu'on appelle l'éco-innovation. Donc par exemple, ce qu'on trouve de plus en plus en éco-innovation, c'est l'économie de la fonctionnalité, c'est-à-dire qu'on va passer de la vente d'un produit à la vente d'un service. Il y a de nombreux exemples qui sont connus, comme celui-ci chez Michelin, où ils ont créé un peu un pneu increvable. Donc, ils se sont dit, tant mieux, on le met sur un marché à X prix. Sauf qu'à ce prix-là, personne ne l'achetait. C'était vraiment pas acceptable en termes de prix pour le marché à ce niveau-là et à ce moment-là de la vie du marché. Donc, ils ont créé une société qui s'appelle Fleet Solution, où ils vendent non pas des pneus, mais des kilomètres. Parce qu'il faut savoir, donc ça, c'est un marché c'est des pneus qui sont uniquement maintenant pour tout ce qui est camion. Dans la logistique, ce qui coûte le plus cher, c'est les coûts d'immobilisation. Donc là, en fait, grâce à ce pneu et notamment à cette solution, on est garant de la non-immobilisation pour crevaison. Donc ça se vend. Et c'est ce qui a permis justement de changer le modèle. Sur ce type d'engagement, sur ce type de projet très impactant, là où c'est intéressant, c'est que bien entendu, on vient changer carrément le marché, on vient proposer une nouvelle chose. Par contre, il faut savoir qu'il peut y avoir des temps d'adaptation qui sont importants. On peut aussi avoir besoin de changer des normes, changer des règles. Et il y a un temps, en fait, de conduite de changement à tous les niveaux, au niveau des parties prenantes, à prendre en compte dans son projet. Voilà un petit peu. J'espère que ça vous éclaire sur qu'est-ce qu'un produit éco-conçu et surtout que sont les produits éco-conçus, puisque vous avez plein de possibilités devant vous pour aller vers une meilleure transition écologique et sociale. Ok, on va passer à cette partie peut-être. Exactement. Alors la question du jour, c'était comment financer l'éco-conception. Il y a eu un webinaire il n'y a pas longtemps organisé par l'ADEME et le pôle éco-conception. Donc déjà, mon premier conseil, ça serait vraiment de rester en veille, notamment auprès de ces deux organismes, le pôle éco-conception, qui ont notamment de nombreuses ressources chez eux aussi en interne et sur leur site internet, et puis l'ADEME, qui est vraiment l'agence de la transition écologique, qui est le principal financeur de l'éco-conception. Là, ce qu'il faut savoir, et sur simple demande aussi, on peut vous renvoyer les slides de l'autre webinaire qui est beaucoup plus complet uniquement sur ces aides-là, c'est qu'il y a de nombreux niveaux d'aide. En fait, à chaque niveau de maturité d'entreprise que vous êtes, que vous soyez au premier pas, on va plutôt être sur une aide tremplin, ou que vous soyez très avancé dans l'éco-conception avec des aides beaucoup plus importantes sur la recherche et le développement. Vous avez tout un panel d'aides qui est mis à jour tous les ans avec l'ADEME. Et pour ça, je vous conseille d'aller sur la plateforme Agir pour la transition environnementale, de noter que vous êtes une entreprise et vous allez aussi avoir des aides spécifiques par secteur d'activité. Par exemple, il y en a sur le textile, sur le numérique. Donc, je vous invite vraiment, suite à ce webinaire, à cliquer sur le lien qui sera directement en ligne sur Agir pour la transition écologique. Et on peut vous envoyer aussi les slides de la dernière fois, puisque ce qui est intéressant, c'est qu'on voit qu'il y a des aides aussi bien pour les TPE-PME que pour les ETI. Donc là, vous allez voir, il y a vraiment tout un panel d'aides importants, que ce soit l'aide à la réalisation d'analyse de cycle de vie, la démarche d'éco-conception, ou aller beaucoup plus loin, comme on l'a vu avec la solution Michelin,
On voit qu'il y a besoin d'aller changer des normes, besoin d'aller changer aussi des habitudes. Donc, ça demande des aides beaucoup plus importantes. L'ADEME peut aussi aller jusqu'à financer des nouvelles industries, des entreprises, des filières. Ils aiment beaucoup aussi tout ce qui est démarche, on va dire, multi-entreprises. Donc, si vous avez des solutions que vous pensez pouvoir le faire à plusieurs, n'hésitez pas à monter aussi des dossiers multiparties. Ensuite, on a un DIAG Éco-Conception qui est très connu par BPI France. Donc, BPI France travaille avec l'ADEME. Maintenant, il n'y a plus de diagnostic, on va dire, ACV qui sont réglés par l'ADEME. Ça passe uniquement par BPI France. C'est le DIAG Éco-Conception qui est à peu près de 18 jours d'accompagnement sur 6 à 8 mois, où on fait toute une ACV, puis la démarche d'idéation pour finaliser un concept. Donc, selon votre chiffre d'affaires et l'effectif de votre entreprise, vous allez payer uniquement entre 5 000 et 7 200 euros hors taxe. Et puis ensuite, il y a des initiatives au niveau des CCI. Donc là, je vous conseille aussi, pareil, de revenir vers votre CCI. J'ai l'exemple de Écoproduire, qui est la CCI du Maine-et-Loire, où il y a un accompagnement de 14,5 jours sur 15 mois et où on paye à peu près 1 800 euros hors taxe selon l'effectif et les aides éligibles. Ce qui est intéressant aussi avec l'ADEME, c'est que vous pouvez cumuler en fait les aides. Donc voilà, ça peut devenir vraiment intéressant. Il faut passer un petit peu de temps. Et il faut surtout bien avoir en tête qu'il va y avoir ce petit temps de rechercher l'aide, la demander, attendre d'avoir la validation de cette aide pour ensuite commencer votre projet. Donc ça peut être aussi un frein pour vous de vraiment faire attention à quelle aide viser, quel est votre niveau d'ambition au sein de votre projet. Est-ce que vous êtes seul ou à plusieurs? D'où vient le fonds? Est-ce que c'est un fonds européen? Est-ce que c'est un fonds national? Et comment être sûr de pouvoir l'avoir? Je voulais vous présenter aussi une autre initiative qui nous vient du pôle MC2. C'est la slide suivante. Le pôle MC2, c'est un pôle de compétitivité qui est situé à Nantes, tout près de l'aéroport. Leur mission, c'est d'accélérer les innovations pour une industrie durable et éco-responsable. Et je vous ai mis aussi le contact ici de Muriel Bertrand qui s'occupe notamment de ce fonds européen. Donc, ils ont créé 2, on va dire, programmes au niveau éco-conception. Ecoprom, où je suis aussi une experte référencée d'Ecoprom pour justement accompagner les entreprises à éco-concevoir, plutôt on va dire pour les premières fois. Et Gemstone qui s'appuie sur un fonds européen. Et dans Gemstone, il y a plusieurs éléments, mais il y a notamment un élément qui est assez intéressant, ça s'appelle Train, comme former, où vous pouvez très facilement avoir une aide de 2 000 euros pour être formé sur les sujets tels que l'éco-conception. Et il va y avoir de nombreuses relèves jusqu'à fin décembre 2024, avec jusqu'à 31 PME de financées sur ces formations-là. Donc là, ça touche toutes les PME de Pays de la Loire et de Bretagne. N'hésitez pas à revenir vers moi pour faire un dossier et voilà, vous dire exactement quel type de formation vous avez besoin. Est-ce que c'est pour diffuser en interne, pour faire adhérer vos parties prenantes ou pour être plus spécifiquement formé, par exemple, sur l'analyse de cycle de vie. Tout est possible justement avec ce financement. Et puis, je vous ai mis aussi en bas à droite, il y a un appel à projet PME by EMC2 qui va aussi être intéressant. Donc là, pareil, quand vous recevrez les slides, ce sera un lien cliquable. C'est plutôt aussi l'idée de mettre ensemble en commun plusieurs PME pour travailler sur un projet en commun avec un fort impact. Donc, ça peut être aussi intéressant pour vous. C'était tout sur les aides. N'hésitez pas pour toute question parce que c'est assez dense, mais c'est vrai qu'il faudrait aller creuser selon vos thématiques et vos besoins. Je peux peut-être ajouter un truc si tu veux rebondir là-dessus, Angèle. Il me semble aussi que on peut aussi faire du crédit impôt innovation. Ça fonctionne aussi pour l'éco-conception. Alors, comme pour tous, je crois que ça permet de récupérer à peu près 30% des dépenses liées au développement d'un produit. Voilà. Alors, on est plus sur les prototypes et les installations pilotes. Donc, en effet, vous soyez déjà sur ce type de crédit impôt innovation. Et puis, il y avait un autre élément aussi, c'est les VTE verts, les aides de volontariat territorial en entreprise. Ça, c'est opéré aussi par BPI France.
Si vous voulez, en annexe, on vous rajoutera des slides pour que vous ayez vraiment toutes les informations sur ces thématiques de façon plus précise. Ça marche, ok. Bon, alors on a balayé un peu les solutions de financement possibles. On va continuer. On s'est dit tous les trois en préparant ce webinaire qu'on allait aussi insister sur la rentabilité en fait de l'éco-conception, en partant du principe que oui, peut-être qu'il y a un surcoût à une étape de la chaîne, qui est celle des études, du design, mais que derrière, en fait, ça pouvait permettre de générer des gains monétaires en fait sur les produits. Et ça, on va pouvoir l'illustrer à travers de cas clients. Et donc, du coup, on a demandé à Maxence de réfléchir à un cas qui va nous présenter maintenant. Il s'agit de petites caméras qui, à la base, n'étaient pas faites pour les enfants, mais qui, finalement, a trouvé une nouvelle utilité. Et Maxence va nous en parler bien mieux que moi. Vas-y, c'est à toi. Oui. Donc, là, je montre quand on a commencé ce projet, les produits qui étaient sur le marché. Donc, c'était des caméras avec des moniteurs qu'on peut voir ici. Donc, c'est des caméras pour tout ce qui concerne les nouveau-nés, donc quand ils sont nés, parce qu'il y a pas mal de paramètres à prendre en compte, surtout si les enfants sont assez fragiles à la naissance. Donc, ça permet de les monitorer le soir. Et voilà, donc quand j'ai vu, moi, ces produits existants, j'ai plus pensé à ça, en fait, où je trouve qu'il y a un peu un côté, une caméra de surveillance, c'est un produit très technique à l'origine qui vient de la sécurité. On le met dans la chambre de l'enfant et je pensais que déjà à la fonction à la base, il y avait déjà un problème. Et ça, c'était le produit existant du client pour qui on a fait ce projet. Donc ça, c'est plus pour la maison et pour tout ce qui est du garage et ce genre d'espace. Et voilà, nous, on a vite pensé qu'il il suffisait pas juste de la peindre, je sais pas, en bleu ou en rose pour que le projet devienne, parce que c'est souvent le cas en fait, quand on regarde un peu ces projets-là, c'est que ça a été un peu, ça n'a pas été vraiment repensé par rapport au nouveau scénario. Donc il a fallu convaincre les gens qu'on allait changer un peu la fonctionnalité. Donc là, voilà, l'idée c'était de transformer une caméra de surveillance plutôt en compagnon pour les nouveau-nés, donc de plus changer juste l'aspect surveillance. Et d'essayer d'introduire aussi une histoire. Donc on a essayé de trouver un espèce de personnage qui pourrait se greffer sur ce projet, parce qu'une caméra, c'est pas très inspirant. Et là, il y avait ces jouets en bois où on peut décliner la tête dans différents endroits. Et ici, il y avait aussi cette relation, parce que j'ai fait ce projet en Chine, où les gens promènent beaucoup leurs oiseaux dans le parc. Donc on s'est dit, on peut partir sur un oiseau, peut-être ça peut être intéressant par rapport à ce projet. Et du coup, rapidement, on a dessiné un objet où ce serait donc la caméra serait une tête, comme la tête d'un oiseau, et le corps de l'oiseau en fait servirait à mettre une enceinte pour diffuser de la musique pour l'enfant. Donc ça, c'était la base du projet. Donc voilà, c'est un projet, c'est des idées simples comme ça. Après, on rentre dans le dur quand on commence à mettre la technique avec les ingénieurs, donc, parce que c'est une caméra, donc il ne faut pas que l'angle de vision soit gêné par les formes. Après, il faut prendre en compte comment les composants sont mis. Et aussi, est-ce que le choix de design fait qu'on va compliquer l'assemblage? Est-ce que le choix de design fait qu'on va mettre plus de matière? Voilà. C'est à la fois la fonctionnalité et à la fois qu'est-ce que c'est l'impact sur les matériaux. Et en faisant ce design assez rapidement, on a compris que ça allait augmenter le prix de vente. Donc ça, c'est un vrai sujet. C'est comment faire accepter un prix plus cher. Donc on a convaincu le client qu'il pouvait vendre moins, mais plus cher, donc augmenter sa marge. Et que du coup, si le prix de vente était plus cher, ce n'était pas forcément un problème. Et par exemple, la charnière, pour incliner la tête, on avait une charnière en métal qui résiste plus dans le temps pour pas que le projet il casse rapidement et qu'il finisse à la poubelle. Donc voilà, c'est un projet maintenant parce que soit les gens s'en servent chez eux, et après ils peuvent s'en servir comme caméra de maison, soit s'ils en veulent plus, ils peuvent la revendre. Voilà, c'est pas un projet qu'on met à la poubelle, alors qu'en général, ce genre de projet a une durée de vie assez courte. Et on parlait d'économie de la fonctionnalité, donc souvent on voit à gauche que la caméra elle est vendue avec un moniteur externe
pour surveiller le bébé. Et nous, on a pris le parti qu'il n'y aurait pas de moniteur externe, qu'on allait uniquement utiliser le téléphone pour pas créer cet objet en plus. Donc voilà, là, c'est une décision où il n'y a aucune création, c'est juste on enlève l'objet. Donc voilà, je ne sais pas si c'est ça où on peut mettre l'économie de la fonctionnalité, mais nous, on l'a vu comme ça. Plutôt l'éco-conception, oui. Mais oui, c'est intéressant. Et après, il y a des détails. Par exemple, là, c'est une vue éclatée à gauche de l'objet. Et comme on utilisait du tissu, plutôt que de mettre des boutons sur le tissu, on a juste fait imprimer les boutons dessus pour les deux fonctions. Donc, il y en a une, c'était pour mettre la musique, et il y en a une autre, un autre bouton, c'était pour allumer la lumière derrière, parce qu'il y a une lumière derrière la caméra. Et du coup, voilà, c'était l'idée qu'on avait quand même des fonctions qui étaient disponibles sans devoir toucher au téléphone quand on était en présence de l'enfant. Et voilà, juste pour dire que c'est imprimé sur du tissu. Donc voilà, c'est imprimer sur du tissu un bouton, c'est moins d'impact que de faire une double injection en espèce de caoutchouc sur le tissu. Donc voilà, c'est des petits détails comme ça, mais ça change la création de l'objet. Après, il y avait les emballages. Donc, quand on revient sur les slides d'avant, on voit qu'avant, on avait une boîte avec une fenêtre en PVC parce que les gens aiment bien voir le produit dans les magasins. Et donc, ça, c'est pas l'idéal comme terme d'emballage en termes d'impact. Donc, on a essayé de voir ce qu'on pouvait faire par rapport à ce projet. Et du coup, on a fait une boîte en carton brut avec un sleeve, je ne sais pas comment on dit en français. Ouais, une pochette. Ouais, voilà, une pochette. Ouais. Et je l'ai encadré en rouge. Voilà, on a aussi mis de l'encre imprimée avec du soja. Donc voilà, c'est des choses qui augmentent un peu les coûts, mais c'était cohérent par rapport au produit qu'on voulait faire, où on n'allait pas s'orienter vers un produit bon marché. Et aussi, ça répondait aussi à une demande générale voilà, nous, on utilise de l'encre soja, on sait que ça réduit les impacts, et en même temps, le marketing, eux, ils peuvent mettre le logo encre au soja, et voilà, ça devient en même temps un argument de vente parce que c'est aussi un projet pour les enfants. Donc, du coup, les parents sont plus consciencieux de qu'est-ce qu'ils vont donner à leurs enfants. Donc, voilà, c'est un peu essayer de faire une pierre deux coups. C'est que d'un côté, utiliser réduire les impacts et en faire un argument marketing sans faire du greenwashing, quoi. Et là, on voit la caméra qui est dans une forme en papier. C'est en fait c'est du papier moulé. C'est un peu comme les cartons d'œufs. En fait, ça nécessite de faire un moule. Donc c'est pareil, il fallait convaincre les industriels de faire ça. Parce que sinon, ça aurait été de la mousse. Et cette mousse, souvent, c'est de l'EVA. Et l'EVA, c'est pas recyclable, en fait. Donc voilà, il y a encore eu une bataille aussi à ce niveau-là sur comment protéger la caméra, parce qu'il faut quand même qu'elle arrive bien protégée. Donc voilà, tout ça, c'est des investissements, des discussions, des réunions, mais voilà, il faut bien expliquer les raisons de ces choix. Et aussi, c'est pour dire on a fait un financement participatif pour ce projet. Alors, c'était pas forcément nécessaire pour financer, mais c'était plus pour tester aussi la demande. Donc voilà, ça peut être une manière pour les entreprises. Là, je déborde sur le financement, mais que si les gens parfois ont peur de se lancer dans une innovation et vers l'éco-conception, bah, faire un financement participatif, ça peut peut-être rassurer et pas coûter très cher. Donc là, on avait atteint le financement, et donc ça permettrait aux dirigeants de l'entreprise d'être plus rassurés sur les choix, parce que c'est des investissements industriels qui sont assez lourds. Donc voilà. Et voilà, là, on voyait ça, c'était le prix de vente sur la campagne en ligne de $150, parce que c'était pour le marché américain. Et alors qu'avant, ils vendaient plutôt des produits à $25. Donc c'est pour dire que l'augmentation de prix était vraiment significative. Mais c'était par rapport aux caméras pour bébé, c'était pas si éloigné. Donc voilà, c'est pour dire que si on explique bien ses choix et qu'on convainc que vendre moins mais mieux, ça peut être un nouveau business pour l'entreprise. Et ça, voilà, ça c'est l'image finale. Après, il y avait beaucoup de contraintes aussi liées au fait que c'est pour les enfants. Donc du coup, là, les tuyaux en silicone pour faire le lapin, c'est du silicone alimentaire. Donc après, il y a des contraintes alimentaires. Donc voilà, c'est pour dire que ce projet, je le trouve intéressant parce qu'il
il mélange plein de contraintes, aussi bien fonctionnelles, alimentaires, de comment on conçoit le projet. Voilà. Ça marche. Du coup, je voulais rajouter un petit truc, c'est peut-être Angèle qui va nous répondre. Il me semble que quand on a préparé ce webinaire, tu m'as parlé d'un baromètre aussi d'éco-conception qui est publié tous les ans avec des chiffres clés justement sur les niveaux de marge et le financement. Est-ce que tu l'as en tête ou tu as un lien que tu pourrais mettre dans le chat pour que les gens puissent aussi se rendre compte et voir un petit peu Oui, bien sûr. Je vous mets, si vous voulez, le lien dans le chat. Voilà. Et ce qui est important, c'est de se dire, quand on parlait prix, quand on parlait coût, tu as dit, Maxence, que la caméra est passée de 25 à 140, 150 $. Ce qu'il faut voir derrière, c'est aussi la marge. Et nous, c'est ce qu'on voit beaucoup avec nos clients quand en plus on fait du design, qu'on réfléchit bien l'usage, qu'on va totalement en fait augmenter finalement la durée de vie et les fonctions du produit tout en réduisant ses impacts. On a en fait une augmentation de la marge pour l'entreprise qui est en fait directe et qui, en plus de ça, vous allez avoir un meilleur attachement de vos clients. Donc, c'est vraiment important, plus vous éco-concevez, et c'est-à-dire que vous prenez les choses en main, en amont, en intelligence collective, assez tôt dans le projet, vous allez avoir de nombreuses retombées, dont des augmentations de marge, des augmentations de vente. Et c'est l'objectif de l'éco-conception, puisque un produit qui est éco-conçu mais qui n'est pas vendu, ça ne change rien, c'est-à-dire qu'on ne va pas réduire les impacts. Donc l'intérêt de l'éco-conception, c'est que ça soit aussi sexy, et que ça soit aussi vendu pour pouvoir être multiplié et réduire les impacts par rapport à un produit lambda où il n'y aurait pas eu justement cette réflexion. Donc je vous remets tout ça dans le chat, c'est un baromètre de l'éco-conception. D'ailleurs, pour parler concrètement en termes de marge, Maxence, sur ce produit-là, tu peux l'estimer. C'est un chiffre que tu as, je te mets pas mal à l'aise en te demandant ça. Tu as la réponse. C'est pas trop mon domaine, mais je sais que là, ils étaient sur des marges très faibles, dans les 10%, parce qu'ils travaillent beaucoup avec Xiaomi. Et là, c'est un projet, il est peut-être passé sur une marge de 50%. Donc voilà. Ah oui. Ouais. Et aussi, ce qu'il faut quand même préciser, c'est que ce n'était pas une reconception. Donc, après un produit, on a juste essayé de le rendre moins impactant et de l'améliorer. C'était une création. Donc, voilà. Les comparaisons de budget sont différentes aussi. Si c'était une reconception, c'est sûr que dans un même segment, le but aurait été de ne pas augmenter le prix ou alors vraiment qu'il y ait une justification très claire. Oui, ça marche. Okay. Bon, on est un petit peu plus de 30 minutes de webinaire. Il nous reste un petit quart d'heure. On peut aussi finir un peu plus tôt si besoin, mais peut-être avant de passer à l'étape des questions-réponses, on peut essayer de résumer un petit peu ce qu'on s'est dit. Alors, je le refais avec mes mots à la Candide et puis n'hésitez pas du coup à rajouter des choses si ce n'est pas très clair. Donc, si on devait retenir quelque chose de ce webinaire, c'est qu'il existe évidemment des solutions de financement pour vos projets d'éco-conception qui sont portés en priorité par l'ADEME et par la BPI. On a parlé aussi des CCI. On a parlé de quoi d'autre encore? Des filtres. Du pôle MC2. Oui, du pôle MC2, voilà. Alors là, c'est très pôle de compétitivité sur lesquels vous pouvez aller chercher par secteur aussi des financements clés. Voilà, exactement. Donc, du financement participatif, on n'y avait pas pensé, mais alors ça, c'était le truc venu, bien joué. On a parlé aussi des crédits impôts, alors pour toutes les phases plutôt de prototypage. Voilà, c'est ça, de conception, on va dire, effectivement, très en amont. Voilà. Tout ce qui est commercialisation, communication, tout ça, c'est pas pris en compte, en fait, dans le crédit impôt. Non, même si la communication environnementale est clé, et ça fait vraiment partie des choses sur lesquelles on forme quand on forme à l'éco-conception, pour que vous ayez aussi la bonne communication adaptée, que vous ne mettiez pas, par exemple, sur votre produit zéro carbone, puisqu'il y a toujours du carbone à partir du moment où vous produisez quelque chose. Donc là-dessus, il y a des allégations qui existent, une liste d'allégations par l'ADEME, où vraiment on forme à avoir la meilleure communication adaptée. Ouais. Après, on n'en a pas parlé aussi, mais alors je sais qu'il existe, j'en ai pas trouvé là pour le coup de façon actuelle, mais je sais qu'il existe quelques concours avec des dotations aussi financières à la clé qui émanent de grands groupes et qui lancent des concours sur des projets éco-conçus, donc éventuellement à voir ceux qui sont pertinents pour vous. Mais pour revenir à nos moutons, effectivement, financement de l'éco-conception, mais là vraiment où les économies se situent principalement dans une démarche d'éco-conception, on l'a dit, c'est a posteriori en fait. Les gains, ils se situent davantage sur les
produit parce que voilà, on a réduit la quantité d'énergie utilisée pendant la chaîne de valeur, par exemple. On a réduit la quantité de composants, on l'a vu dans l'exemple, hein, etc. Voilà. Du coup, je pense qu'on a fait le tour. Je ne sais pas s'il y a des choses à rajouter l'un et l'autre. Si, je trouve c'est important de préciser que les aides peuvent être cumulées. Oui, on ne l'a pas dit, tu as raison. C'est pas rien. Ouais. Tu l'as évoqué aussi pour l'ADEME, du coup, Angèle, effectivement, les aides peuvent être cumulées, c'est non négligeable. Donc, il nous reste 10 minutes avant d'atteindre nos 45 minutes réglementaires. C'est peut-être le moment des questions. Je ne sais pas en fait combien de personnes nous regardent sont restées jusqu'au bout, mais s'il y a des questions, c'est le moment de les taper dans le chat, hein, qui se trouve, je le rappelle, en bas à droite de votre écran. Et j'en profite peut-être en attendant les questions pour vous dire que si vous avez des idées aussi de sujets que vous aimeriez voir traités en priorité dans un prochain webinaire, n'hésitez pas à nous les soumettre. Il me semble aussi, on en avait discuté avec Angèle et Maxence, on avait pensé à une autre idée, on peut vous la soumettre dès maintenant, c'était la communication environnementale. C'est un truc un peu à la mode, à peu tendance, donc ça pourrait être aussi un sujet de webinaire si les gens sont intéressés. Il ne faut pas hésiter à nous le signaler. Donc il n'y a pas de questions. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je suis sûre que vous avez des questions. Non? J'ai vu qu'il y avait Eric qui nous a dit bonjour tout à l'heure, s'il est encore là, s'il veut nous dire quelque chose ou réagir à ce qui a été dit. Il n'hésite pas. Je le nomme expressément parce que j'ai vu son nom dans le chat. Les autres, je ne sais pas qui ils sont, mais il ne faut pas hésiter. Et puis de toute façon, si je ne dis pas de bêtises non plus, là c'est le live, mais il y a un enregistrement qui a été fait de ce webinaire et puis ensuite il sera diffusé sur les réseaux sociaux. C'est ça, de Paramétrique? C'est ça, Maxence? Oui, je crois. Hein, voilà. Donc si éventuellement vous n'étiez pas là aujourd'hui, il y aura possibilité de le revoir a posteriori. Bon, je pense qu'il n'y a pas de questions, ça veut dire que tout est clair. Merci à nos intervenants. Ouais. D'avoir pris le temps de balayer le sujet. Et puis, oui, voilà, la dernière slide de contact. Si jamais besoin d'échanger plus profondément avec l'un et l'autre, il ne faut pas hésiter. Et puis, je pense que nous sommes arrivés au bout. Voilà, c'est toi le gardien du temps, Maxence. On est à presque 40 minutes. Donc, on a 5 minutes d'avance. Si c'est OK pour mettre le point final au webinaire, si personne ne se manifeste avec des questions. Oui, non, le temps, c'est plus un maximum pour se mettre une barrière. Mais après, voilà, on fait ce qui fait ça. Ça marche. Bon, écoute, je te laisse du coup mettre le point final. Merci à tous les deux. Merci à ceux qui sont restés jusqu'au bout, qui nous ont écoutés. Et puis, du coup, on se voit, alors peut-être pas le mois prochain parce que là, il y a les mois d'été qui vont arriver, mais en tout cas, bientôt pour un nouveau sujet sur le monde merveilleux de l'éco-conception. Voilà. Merci Sophie. Merci Maxence. Merci à tous. Au revoir. Au revoir.